Alors, septembre 1962, Une date plutôt marquante, oui. l'université Rice, au Texas. Il fait une chaleur étouffante, c'est la fin de l'été. Et là, le président John F. Kennedy s'avance vers le pupitre. Et il prononce ce discours légendaire. Exactement. Un discours qui va littéralement redéfinir l'histoire de notre espèce, quoi. Et ces mots sont choisis avec une précision vraiment chirurgicale. Il ne dit pas allons sur la Lune parce que c'est une opération financièrement rentable. Ce serait absurde. C'est ça. Il ne dit pas non plus allons-y si notre budget trimestriel nous le permet et s'il reste un peu de monnaie dans les caisses de l'État. Non, il déclare, et c'est très fort, nous choisissons d'aller sur la Lune au cours de cette décennie, non pas parce que c'est facile, mais bien parce que c'est difficile. C'était un acte de foi absolu. Ouais, une mission colossale, avec un délai extrêmement serré. Ça exigeait une réinvention totale de la manière dont la société, le gouvernement et les entreprises privées allaient devoir collaborer. Et tu vois, c'est précisément le point de départ de notre plongée d'aujourd'hui. Je suis ravi qu'on aborde ce sujet. Moi aussi, je suis ravie d'être là pour en parler. Parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer les idées fondamentales d'un ouvrage majeur intitulé Mission économie, de l'économiste Mariana Mazzucato. L'idée centrale qu'on va explorer, elle est à la fois radicale et fascinante. Vraiment fascinante, ouais. Et si on utilisait ce même niveau d'audace, cette fameuse approche par mission de type Apollo, mais pour résoudre les crises les plus complexes de notre époque? Donc on parle du dérèglement climatique, des urgences de santé publique ou même de la fracture numérique, par exemple. Tout à fait. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est vraiment d'extraire la substantifique moelle de ces travaux pour comprendre comment on pourrait repenser totalement notre vision de l'économie. Et de la création de valeur en général. Exactement, et du fonctionnement du capitalisme contemporain lui-même. C'est un sujet qui devrait vraiment interpeller quiconque nous écoute aujourd'hui. Enfin, pour toute personne qui se sente frustrée par le manque de vision à long terme du monde des affaires ou fatiguée par l'image d'un État devenu purement bureaucratique. Un État qui ne fait que réagir, oui. Voilà, qui réagit au lieu d'agir. Les concepts qu'on va aborder offrent une perspective super rafraîchissante. Ce n'est pas, tu sais, un énième constat d'échec sur l'état du monde. Non, pas du tout. C'est plutôt un guide conceptuel, extrêmement optimiste, pour comprendre comment notre société peut retrouver son ambition. Mais bon, avant de parler de solutions, il faut bien comprendre le problème. C'est inévitable. Et la question qui brûle les lèvres quand on étudie ces sources, c'est de savoir comment on en est arrivé là. Comment on est passé d'États capables de coordonner l'envoi d'êtres humains sur la Lune à des gouvernements qui sous-traitent massivement la moindre de leurs prérogatives. Des gouvernements qui semblent courir après les crises avec des simples pansements, en fait. C'est tout à fait ça. Alors pour comprendre cette perte de cap, l'ouvrage nous invite à faire un diagnostic vraiment sans concession du statu quo économique. L'auteur dresse un constat saisissant. Notre économie moderne est totalement dominée par ce qu'on appelle la financiarisation. Attends, arrêtons-nous là-dessus un instant. Vas-y. C'est un terme qu'on entend super souvent dans les journaux économiques. Si on devait l'expliquer simplement, sans jargon, pour notre public, qu'est-ce que ça signifie concrètement, la financiarisation? En gros, c'est quand le monde des affaires devient complètement obsédé par la finance pour la finance, au détriment de la production réelle, quoi. D'accord. Au lieu de voir une entreprise comme une entité qui fabrique des produits, qui embauche des gens et qui investit dans la recherche pour l'avenir, on la voit comme un simple distributeur automatique de billets. L'horizon de temps se rétrécit drastiquement. Exactement, on ne pense plus à 10 ans, on pense au prochain trimestre. Une part gigantesque de la richesse générée n'est plus du tout réinvestie dans l'économie réelle. Elle sert à des opérations purement comptables pour satisfaire les marchés financiers. Les sources qu'on a étudiées donnent d'ailleurs des exemples assez effarants sur ce point. Le cas des rachats d'actions, c'est particulièrement frappant. Ah oui, le fameux rachat d'actions. On y lit que des géants de l'aéronautique comme Boeing ou les grandes compagnies aériennes américaines ont dépensé des sommes astronomiques pour acheter leurs propres actions en bourse. Et ça pendant toute la décennie précédant la récente crise sanitaire. C'est fou, hein. Parfois jusqu'à 96% de leur trésorerie disponible y passer. C'est énorme. Et il faut bien comprendre la mécanique derrière ça. Tu pourrais te demander pourquoi une entreprise ferait ça. Bah oui, quel est l'intérêt? En rachetant ses propres actions, elle réduit le nombre d'actions en circulation sur le marché. Mécaniquement, la valeur de chaque action restante augmente. Donc ça ravit les actionnaires. Voilà. Et surtout, ça déclenche les énormes bonus des dirigeants, puisque leur rémunération est très souvent indexée sur ce cours boursier. C'est de l'ingénierie financière pure et dure. Totalement. Le problème, comme le soulignent nos notes, c'est quand la tempête arrive. Imaginons une famille qui brûlerait, toute son épargne de précaution pour s'acheter des montres de luxe. Une très mauvaise idée.
Et le jour où le toit de la maison s'effondre, cette famille supplie ses voisins de payer les réparations. C'est une excellente analogie. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec ces grandes entreprises, en fait. Quand une crise mondiale a frappé et a cloué les avions au sol, elles étaient complètement vidées de leurs réserves. Elle n'avait plus rien. Plus rien. Elles se sont alors tournées vers l'État pour exiger des plans de sauvetage massifs, payés par les contribuables. C'est l'illustration parfaite de la fameuse phrase « la privatisation des profits et la socialisation des pertes ». C'est ça, et l'exploration de ces concepts nous amène à un autre exemple assez tragique qui est mentionné dans l'ouvrage, la chute de l'enseigne Toys R Us. Ah oui, le géant du jouet. On entend souvent dire que cette entreprise a fait faillite parce que, tu sais, les enfants jouent sur des tablettes aujourd'hui, ou à cause de la concurrence féroce du commerce en ligne. Amazon et compagnie, oui. Mais la réalité détaillée dans les documents qu'on analyse est bien différente. Toys R Us a été coulé par la dette. L'histoire des fonds d'investissement privés. Il faut vraiment qu'on explique comment on peut détruire une entreprise de jouets qui était parfaitement fonctionnelle. C'est ce qu'on appelle un rachat par effet de levier, un LBO. Imaginons un groupe d'investisseurs qui veut acheter une maison. Au lieu d'utiliser leur propre argent, ils contractent un prêt hypothécaire gigantesque. Jusque-là, ça va. Sauf que l'astuce redoutable ici, c'est que ce ne sont pas les investisseurs qui remboursent ce prêt, c'est la maison elle-même. C'est le délire total. Les fonds ont racheté Toys R Us en chargeant l'entreprise elle-même de la dette colossale qui a servi à son propre rachat. Résultat des courses, l'entreprise devait utiliser la quasi-totalité de ses bénéfices opérationnels uniquement pour payer les intérêts de cette dette qu'on lui a imposée. Donc, elle n'avait plus un centime pour rénover ses magasins, payer correctement ses employés ou développer une vraie stratégie numérique face à Internet. Rien du tout. Ce n'est plus de la création de valeur, là. C'est de l'extraction pure et simple. D'ailleurs, nos sources rapportent une citation assez ironique de Jack Welch à ce sujet. L'ancien grand patron de General Electric. Oui, l'homme pourtant considéré comme le pape du management moderne et de la rentabilité à tout prix. Il a fini par avouer, plus tard, que cette obsession absolue de la création de valeur pour l'actionnaire était, je cite, « la pire idée du monde ». C'est quand même un aveu de taille venant de lui. Carrément. Il affirmait que les vrais atouts d'une entreprise sont ses employés, ses clients et ses produits. Le cours de l'action n'est censé être qu'une conséquence d'un bon travail, pas l'objectif unique. C'est très juste. Cependant, il faut voir que cette financiarisation à outrance du secteur privé n'explique qu'une partie du problème. Il y a l'autre face de la pièce. Voilà. L'autre versant de l'analyse, c'est la démystification du rôle de l'État. Car pendant que le privé se mondialisait et se financiarisait, une idéologie très puissante s'est installée depuis la fin des années 70, notamment sous l'impulsion de l'ère Thatcher-Reagan. Le fameux mythe de l'État bureaucratique, lourd et inefficace. Tout à fait. Un mythe très tenace qui postule que seul le secteur privé possède l'ADN de l'innovation, de la création de richesses et de l'efficacité. Alors que l'État, lui, serait juste un boulet. Dans ce récit, l'État est vu au mieux comme un administrateur pesant, au pire comme un obstacle au marché. Selon cette théorie, le rôle de la puissance publique devrait se limiter à corriger les défaillances du marché quand tout s'effondre ou à redistribuer un peu de richesse à la marge. L'injonction était claire, l'État doit se retirer et laisser faire les acteurs privés. Mais je me fais l'avocat du diable. Historiquement, l'État n'est-il pas justement réputé pour sa lenteur et sa paperasse? On a tous en tête l'image de l'administration un peu kafkaïenne. Il n'y avait pas une part de vérité dans cette volonté de confier les rênes au privé? C'est une excellente question. Et c'est justement là que l'analyse des faits récents devient vraiment cruelle. En croyant dur comme fer à sa propre inefficacité supposée, la puissance publique s'est auto-sabotée. Comment ça? Les gouvernements ont massivement externalisé et sous-traité leurs missions, intimement persuadés que les cabinets de conseil ou les entreprises privées feraient toujours mieux, plus vite et moins cher. Or, nos sources regorgent d'exemples montrant que cette logique a très souvent mené au désastre. Ah oui, les exemples cités dans le livre sont même parfois un peu comiques, enfin, si la situation n'était pas si grave. C'est vrai. Prenons le fiasco monumental du gouvernement américain avec le lancement du site web de l'Obamacare, le fameux système de santé. Ils ont confié la gestion à une firme privée, Serco. Et le résultat initial? Un désastre absolu. Ils ont dépensé des centaines de millions pour un portail national qui plantait plus vite qu'un vieux PC sous Windows 95 dès que quelques utilisateurs essayaient de se connecter. Et on a aussi le cas britannique, avec les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Le gouvernement avait confié la sécurité de l'événement à la multinationale privée G4S. Oh oui, cette histoire est incroyable. À quelques semaines de la cérémonie d'ouverture, l'entreprise s'est révélée totalement incapable de fournir et de former les effectifs promis.
L'État a dû appeler l'armée en urgence absolue pour sécuriser les sites olympiques. L'ironie est totale. Et plus récemment, pendant la crise sanitaire mondiale, ce sont des contrats colossaux qui ont été confiés à des cabinets de conseil pour gérer des systèmes de tests, entraînant parfois des pertes massives de données et une désorganisation vraiment coûteuse. En voulant tout déléguer, les États se sont vidés de leur propre substance. C'est le cœur du problème. La véritable tragédie de la sous-traitance à outrance, ce n'est pas seulement l'argent du contribuable gaspillé, c'est la perte de ce que nos sources appellent la mémoire institutionnelle. La mémoire institutionnelle, c'est une belle expression. Oui, ça veut dire que quand un gouvernement ne fait plus rien par lui-même, il oublie comment faire les choses. Il perd la capacité technique d'évaluer les offres qu'on lui propose. Il ne sait plus rédiger des contrats exigeants, il ne comprend plus les technologies complexes. Il finit par devenir totalement captif des acteurs privés qui lui dictent leurs propres conditions. Exactement. Et c'est précisément à ce moment charnière de notre exploration que l'ouvrage propose un changement total de paradigme. Pour sortir de cette impasse, les textes nous ramènent au fameux cas d'école du programme spatial Apollo dont on parlait au début. La boucle est bouclée. Parce que quand on y pense, envoyer des humains sur la Lune et les ramener sains et saufs sur Terre, ce n'était pas le fruit du travail de l'agence spatiale isolée dans son coin, ni d'une entreprise privée travaillant seule pour le profit. C'était l'État qui assumait pleinement un rôle d'investisseur en premier ressort. Cette nuance est capitale. L'État n'a pas seulement corrigé un marché défaillant, il a créé un nouveau marché de toutes pièces. Absolument. Il a pris sur ses épaules des risques technologiques et financiers hallucinants qu'aucune banque d'investissement ou entreprise privée n'aurait jamais accepté à l'époque. La NASA et le gouvernement ont fixé un objectif final audacieux, clair et assorti d'une date butoir stricte. Et ce qui est particulièrement intéressant dans nos notes de recherche, c'est la façon dont la NASA gérait ses contrats avec le privé à l'époque. C'était très différent d'aujourd'hui. Ah oui, complètement. Contrairement à aujourd'hui, où l'on signe souvent des chèques en blanc, avec la fameuse formule « coût plus marge », où l'entreprise est payée peu importe les dépassements de budget, la NASA concevait des contrats hyper exigeants. Elle stimulait vraiment l'innovation. Elle ne disait pas construisez-nous une fusée en suivant ce plan précis de A à Z ». Elle disait « Nous avons besoin d'un matériau capable de résister à telle température extrême lors d'une rentrée atmosphérique. Trouvez la solution ». Et si l'entreprise échouait, la NASA exigeait des corrections immédiates. L'État pilotait l'innovation de manière directive. Et les retombées de cette approche par mission sont tout bonnement vertigineuses. C'est un point sur lequel nos sources insistent lourdement. L'objectif, c'était la Lune, mais le véritable héritage est resté sur Terre. C'est fascinant de lire la liste de ces retombées. On a tendance à l'oublier, mais l'ingénierie logicielle moderne, le fait même d'avoir des logiciels complexes, ça vient en grande partie du besoin de traiter les données du module lunaire en temps réel. C'est vrai, on n'y pense jamais. Les capteurs miniatures qui équipent absolument tous les appareils photo de nos téléphones portables aujourd'hui, développés initialement pour filmer dans l'espace. Les purificateurs d'eau performants, les couvertures de survie métallisées, les aspirateurs sans fil et même ces petits thermomètres infrarouges qu'on met dans l'oreille pour prendre la température sans contact. Tout ça vient d'Apollo ? Rien de tout cela ne serait apparu si rapidement si l'État n'avait pas orienté massivement l'effort collectif vers un but d'une complexité inouïe. Ce qui nous amène à la transposition contemporaine de cette théorie. Si nous faisons le lien avec le monde d'aujourd'hui, la grande question posée par l'auteur est la suivante. Comment appliquer cette philosophie de la mission à nos défis actuels ? Parce qu'évidemment, l'objectif n'est plus d'aller planter un drapeau sur la Lune. On l'a déjà fait. Non, voilà. Les sources suggèrent d'utiliser comme boussole les 17 objectifs de développement durable, les fameuses ODD établies par les Nations Unies. Concrètement, ça donnerait quoi? Une mission moderne de type Apollo+. Au lieu d'avoir un objectif flou et vague comme lutter contre le changement climatique, une mission d'État consisterait à dire « D'ici 2030, nous aurons 100 grandes villes européennes totalement neutres en carbone. » D'accord, c'est très précis. Ou encore, d'ici 5 ans, nous aurons nettoyé 90% des plastiques dans un océan spécifique. Ou bien nous allons garantir une décennie de vieillissement en pleine santé à toute notre population. Mais la crainte classique ici, c'est comment éviter que l'État ne se transforme en espèce de planificateur soviétique qui choisit arbitrairement quelles entreprises vont gagner ou perdre. C'est là toute la subtilité de la nouvelle économie de mission. L'État ne doit surtout pas s'amuser à choisir une technologie spécifique à l'avance. Par exemple, il ne doit pas décréter que seules les voitures à hydrogène sont la solution et ignorer le reste. Il ne doit pas micromanager. Voilà. Il ne doit pas non plus s'enfermer dans des silos ministériels.
Le rôle de la puissance publique est de définir le problème majeur avec une clarté absolue, puis de lancer un appel massif à une multitude d'acteurs de secteurs totalement différents pour trouver des centaines de solutions simultanées. Prenons l'exemple de la ville neutre en carbone. Pour réussir cette mission, on n'a pas seulement besoin d'ingénieurs en panneaux solaires. Loin de là. Il faut mobiliser le secteur du bâtiment pour inventer de nouvelles méthodes d'isolation. Il faut le secteur de l'alimentation pour repenser complètement les circuits courts et réduire l'empreinte carbone des repas. Il faut le secteur du numérique pour créer des réseaux électriques et intelligents. Sans oublier le secteur de la mobilité, bien sûr. L'État devient le chef d'orchestre d'une immense intelligence collective. Avec une condition indispensable que le livre souligne bien, accepter l'échec. Oui, l'échec fait partie du processus. Tout comme de nombreuses fusées ont explosé avant le succès d'Apollo 11, une économie d'innovation doit accepter que certains projets financés échoueront en cours de route. L'échec ne doit plus être vu comme un scandale politique permanent, mais comme une étape normale d'apprentissage par essai-erreur. Cette réflexion théorique nous mène directement aux aspects les plus pratiques de nos sources. Quels enseignements immédiats on peut en tirer pour changer le système aujourd'hui? C'est la partie que je préfère, l'application pratique. Le premier grand levier abordé, c'est la refonte totale des partenariats publics-privés. La documentation parle de passer d'une relation qualifiée de parasitaire à une relation symbiotique. Un partenariat vraiment gagnant-gagnant donc. Exactement. Le secteur de la santé pharmaceutique illustre parfaitement cette dynamique souvent déséquilibrée. Prenons le développement de médicaments novateurs ou de vaccins. C'est un excellent exemple. Très souvent, la recherche fondamentale qui mène à ces découvertes, l'étape la plus longue et la plus risquée, est financée par des fonds publics via des laboratoires universitaires ou des agences gouvernementales. C'est l'argent de nos impôts. Et ensuite, Ensuite, une entreprise pharmaceutique privée prend le relais pour la phase de commercialisation et dépose un brevet. et c'est là que le bas blesse, parce que le contribuable a payé la recherche initiale en assumant tout le risque, puis il se retrouve à devoir payer le prix fort via son assurance ou son système de santé national pour acheter le médicament final. On paye deux fois, en fait. C'est fou quand on y pense. Le modèle symbiotique proposé par l'ouvrage exige de corriger cette asymétrie. Si la puissance publique assume le risque initial colossal, il est impératif qu'il y ait un juste retour sur investissement pour la société. Les prix des médicaments issus de la recherche publique devraient refléter cet effort collectif. Ça paraît tellement logique. De la même manière, les subventions d'État ou les plans de sauvetage massifs lors des crises économiques ne doivent plus jamais être des chèques en blanc sans aucune contrepartie. Donc, si l'État sauve une compagnie aérienne ou un grand constructeur automobile de la faillite, on pose des conditions strictes sur la table. Absolument. On partage les risques financiers, donc on doit partager les récompenses et les obligations. Les aides publiques doivent être rigoureusement conditionnées. Par exemple, l'interdiction de racheter ses propres actions avec l'argent du sauvetage. C'est le minimum, mais aussi l'obligation de maintenir l'emploi local ou l'exigence d'atteindre des objectifs précis de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est une contractualisation au service de l'intérêt général. C'est vraiment puissant. Et il y a un deuxième enseignement pratique majeur dans nos notes qui concerne notre façon d'aborder les budgets. C'est une leçon qui, à mon sens, dépasse la simple économie d'État et peut s'appliquer à toute organisation, voire à nos propres vies. La question budgétaire, oui, c'est un changement de mentalité total. Traditionnellement, face à un grand projet, on regarde son compte en banque et on se demande « Bon, combien d'argent avons-nous cette année et que pouvons-nous bricoler avec cette somme ?» C'est la vision classique d'un budget fixe et statique, une approche purement comptable qui étouffe l'ambition dans l'œuf avant même d'avoir commencé. Voilà. Alors que dans une économie orientée par des missions, le paradigme est totalement inversé. On ne part plus de la contrainte financière, on part de l'objectif vital. On change de perspective. La question devient qu'est-ce qui doit être fait de toute urgence pour la société, par exemple, éradiquer une maladie ou protéger nos côtes de la montée des eaux. Et comment allons-nous concevoir et structurer les moyens financiers et humains pour y parvenir ? Kennedy n'a pas réuni ses ministres pour leur demander s'il restait un excédent budgétaire en fin d'année pour s'offrir un petit voyage sur la Lune. Certainement pas. La mission a été définie comme existentielle et le budget a été mobilisé pour servir cette vision. Et ce renversement budgétaire repose sur une notion philosophique fondamentale que nos sources mettent vraiment en lumière. C'est la redéfinition de la valeur. La valeur au sens large du terme. Oui, parce que nous avons pris l'habitude de confondre le prix et la valeur.
Or, la valeur économique n'est pas simplement le chiffre indiqué sur une étiquette de prix ou le cours d'une action en bourse. La création de valeur est un acte intrinsèquement collectif. C'est-à-dire comment on le définit selon le vivre. La richesse globale d'une société est le fruit des efforts conjoints des travailleurs qui produisent, de la stratégie des entreprises privées, des investissements colossaux et risqués des gouvernements dans les infrastructures et la recherche, et bien sûr de la participation active des citoyens. C'est un écosystème entier. Dès lors que l'on comprend que la valeur est co-créée, on ne peut plus accepter qu'une seule entité, comme des fonds spéculatifs par exemple, vienne en extraire la totalité. Ça oblige à repenser la gouvernance à tous les niveaux, pour que l'intérêt de la communauté cesse d'être une pensée de rattrapage pour devenir le moteur même de l'innovation. C'est une vision incroyablement stimulante. Si l'on prend un peu de recul sur l'ensemble des sources qu'on a explorées aujourd'hui, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une attaque contre le capitalisme en soi, mais d'un appel à le réinventer profondément. À le remettre au service de l'humanité. C'est une invitation à retrouver ce que l'activiste Greta Thunberg appelle brillamment « l'esprit des bâtisseurs de cathédrales », une allégorie poétique qui est reprise dans nos documents. L'image est vraiment très juste. Construire une cathédrale au Moyen Âge prenait parfois plus d'un siècle. Ceux qui posaient les premières pierres savaient pertinemment qu'ils ne verraient jamais l'édifice achevé de leur vivant. Mais ils travaillaient quand même. Avec une détermination féroce. Ils posaient des fondations extrêmement solides aujourd'hui, même sans savoir exactement quelle technique d'ingénierie serait inventée par la génération suivante pour réussir à faire tenir la voûte finale demain. C'est un bel appel à cesser d'avoir peur de nos propres institutions. L'État n'a pas à être un simple réparateur maladroit de marchés défaillants. Notre public l'aura compris à travers cette analyse, l'ambition, le courage politique et la vision à long terme sont des ressources que nous devons réapprendre à cultiver, bien au-delà des horizons étriqués des prochains bilans trimestriels. Absolument. Et pour conclure cette vaste réflexion, j'aimerais revenir à l'espace, notre point de départ. Ramener notre attention sur les astronautes de la mission Apollo 11, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Le fameux équipage de 1969. À leur retour de ce voyage historique qui a mobilisé les cerveaux et les ressources de toute une nation, on leur a souvent demandé ce qui les avait le plus marqués. Et étonnamment, leur plus grande révélation n'était pas l'exploit technologique, ni la sensation physique de marcher sur la poussière lunaire. Qu'est-ce que c'était alors? C'était la vision de la Terre depuis le vide spatial, ce qu'on appelle l'effet de surplomb. Ah oui, le fameux overview effect. En regardant notre monde de si loin, ils n'ont pas vu de frontières politiques. Ils ont vu une oasis d'une fragilité infinie, une petite bille bleue flottant, isolée, dans un océan incommensurable d'obscurité. Une oasis qu'il devenait d'une urgence vitale de protéger contre nous-mêmes, contre nos guerres et notre destruction. C'est assez vertigineux de penser que le point culminant de l'ingénierie humaine a abouti à une leçon d'humilité écologique et philosophique. On est allé chercher la Lune et on a redécouvert la Terre. Et ça soulève une dernière pensée profondément provocatrice sur laquelle nos sources nous invitent à méditer. Si la plus grande leçon d'une mission technologique titanesque vers un astre mort fut en réalité la redécouverte de la préciosité de notre propre planète, imaginons un instant ce que nous pourrions découvrir d'autre. Quelle découverte inattendue, oui. Quelles conséquences incroyables pourrions-nous découvrir sur notre propre nature humaine, sur notre capacité à faire société et à nous entraider, si nous osions enfin lancer de véritables missions mondiales aujourd'hui? C'est la vraie question. Que se passerait-il si nous mettions ce même niveau de génie collectif pour vaincre définitivement les maladies neurodégénératives, pour éradiquer la grande pauvreté ou pour restaurer la vie dans les abysses de nos océans? Les effets secondaires d'une telle mobilisation sur notre culture, notre philosophie et notre humanité pourraient-ils s'avérer encore plus grandioses que les objectifs initiaux eux-mêmes? C'est une question magnifique qui clôture parfaitement notre analyse d'aujourd'hui. Les retombées d'une mission pour sauver le climat ou soigner l'humanité pourraient bien sauver beaucoup plus que ce que nous avions prévu au départ. C'est tout le mal qu'on nous souhaite. Un immense merci à quiconque a pris le temps d'écouter cette longue et riche exploration aujourd'hui. Nous espérons que cette plongée dans ces concepts économiques et philosophiques donnera à notre public l'envie de se pencher sur ces lectures inspirantes et surtout de garder cet esprit audacieux, celui des bâtisseurs de cathédrales, dans toutes les sphères de la société. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée au cœur de la connaissance.